En fait, il y a D'accord. 90% des podcasts qui n'ont pas dépassé 3 épisodes, tu te rends compte ? Quelles sont les grandes tendances sur lesquelles il faut compter pour les quelques années à venir, sachant que tout va très très vite? Alors, on ne s'attendait pas à ce que j'aborde ce sujet. Après, comme il sort au compte constipation, attention, le troisième va vous surprendre. Il y a quand même énormément d'opportunités encore, énormément de possibilités d'évolution. En fait, pour moi, un bon podcast de marque, c'est un podcast qui ne va pas se regarder. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Est-ce possible ? Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez amusant parce que dans un podcast, on va se poser la question de savoir s'il n'y a pas trop de podcasts d'entreprise avec Anne-Claire Leca, qui est experte en branding et en création de contenu, et notamment avec une spécialisation sur les podcasts. Salut Anne-Claire. Salut Guillaume. Alors quand on dit qu'il y a trop de... Enfin, on a fait cette titre en forme de pirouette et de blague, c'est que effectivement ça fait presque une dizaine d'années qu'on a vu fleurir énormément de podcasts et notamment des podcasts d'entreprise. Et si on se pose la question de savoir s'il y en a trop, c'est peut-être parce que tout le monde s'est un peu jeté dessus de manière anarchique, non ? Comment est-ce que toi tu as vu déjà arriver cette vague des podcasts et le moment où c'est passé de partage de contenu à une stratégie de communication d'entreprise ? Je suis dans le game depuis 2018, donc j'ai observé ça depuis ma petite tour. Et j'ai vu une grosse différence au moment du Covid. Je pense que les gens se sont ennuyés et ils n'avaient personne avec qui parler. Alors ils ont pris un micro et se sont dit peut-être qu'il y a des gens qui m'écouteront de l'autre côté. Et donc il y a tout un tas de personnes qui se sont lancées en indépendant, qui ont lancé des podcasts. Et au fur et à mesure, on va dire que la fame, c'est devenu une mode pour les entreprises de lancer leur propre podcast de marque. Je ne vais pas les contredire, franchement, ça a un intérêt, mais il y a un truc que les gens ignorent, c'est que nos applications d'écoute sont souvent des cimetières. En fait, il y a 90% des podcasts qui n'ont pas dépassé 3 épisodes, tu te rends compte ? Ouais. Ah, effectivement, j'avais entendu 9, mais je pense que 3, c'est... oui, ça me paraît... Quelque part, ça me paraît pas étonnant parce que comme c'est facile de tester, de publier et puis de voir ce que ça donne, ça fait effectivement des cimetières, comme un peu les Google Sheets. Enfin, il y a ces espèces de cimetières de projets avortés partout, ouais. Ouais, on a même donné un nom à ce concept. Ça s'appelle le pod fading. C'est que tu pars en moonwalk, en fait, après avoir publié 3 épisodes. Et en fait, si on revient au podcast de marque, c'est quelque chose qu'en tant que pro de la stratégie de contenu, on remarque souvent. Parce qu'il y a des marques qui viennent nous voir et qui disent « J'aimerais bien lancer un podcast, mais seulement un épisode pour voir ce que ça donne. » Et nous, on est en PLS quand on entend ça. On est en mode, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, en fait. Un podcast, c'est quelque chose qui va se construire dans la durée, avec une stratégie long terme. Donc, si tu veux lancer juste un épisode pour voir, arrête tout de suite et puis achète, je sais pas, une table de ping-pong à tes employés parce que ça aura plus d'effet. Tu fais un webinaire interne, mais d'accord, oui. Déjà, c'est le premier truc. Pour toi, ça t'est arrivé d'avoir des boîtes qui disent on veut juste tester, comme si, quelque part, ça rentrait dans aucune réelle stratégie, c'était juste un test et qu'en n'y donnant pas de prix et pas d'intention, on avait déjà perdu d'avance, quoi, quasiment. Ouais, on sent que c'est un peu le brainstorming de queue de budget où on se dit, tiens, ça a l'air bien, podcast, dis donc, ça ferait cool pour notre marque de dire qu'on en fait dans notre stratégie de contenu multicanal. Le boss serait content. Donc, on fait un podcast, un épisode, ça suffit. Et nous, on dit, si vous voulez vraiment bien faire les choses et surtout si vous voulez avoir une stratégie de contenu qui est cohérente et qui remplit des objectifs, allons voir un petit peu plus loin qu'un épisode ou reconsidérons votre budget, mais dans une version un peu plus globale, quoi. Et alors, si tu dis qu'effectivement, c'est arrivé avec le Covid il y a 5 ans, on a 5 ans d'historique et quels sont les bons... Alors, on va essayer de faire le bon et le mauvais podcast comme le bon et le mauvais chasseur d'entreprise si on enlève tous ceux qui n'ont pas dépassé les 3 premiers épisodes. Comment on distingue le bon du mauvais, c'est ça ? Oui, et alors, comment on le distingue ? Je pense qu'il y a un juge de paix qui a les audiences, si tant est que ce soit un juge de paix. Mais derrière, j'imagine qu'il y a des boîtes qui ont fait des podcasts très promotionnels et qui peut-être justement s'essoufflent d'eux-mêmes, d'autres qui ont choisi des angles qui font que ça dure, parce que l'enjeu, c'est pas uniquement de le produire, mais c'est de le produire dans la durée. Si je suis ce que tu dis on en fait un et puis on voit ce que ça donne, ta réponse est de dire non, il faut que ça fasse partie d'une stratégie. Et puis, des 5 ans plus tard ou quelques années plus tard, on voit, on est capable de dire si ça a fonctionné et si ça a évolué, j'imagine.
après coup, comment est-ce qu'on mesure le succès? C'est comment est-ce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs avec ce podcast. Parfois, il y a des objectifs quantitatifs qui sont de l'audience, c'est-à-dire rassembler un grand nombre d'auditeurs uniques ou même de créer juste des écoutes répétées. Mais aussi, je trouve qu'en tant que marque, les critères pour mesurer si un podcast de marque est un succès ou pas, ils sont aussi qualitatifs. C'est-à-dire, est-ce que on avait bien défini nos objectifs? Est-ce que c'était un objectif de notoriété qu'on avait envie d'avoir? Donc, on va aller chercher de la portée, du reach. Et dans ce cas-là, il faut que la cible, elle aille répondre sur le média podcast. On ne va pas pouvoir chercher du grand public pour toutes les marques sur le média podcast. Est-ce qu'on était sur un objectif d'image de marque, donc quelque chose de plus émotionnel, de créer un lien, etc. Et ça va être pertinent pour des cibles, par exemple en interne. On fait un podcast pour ses employés, on fait un podcast aussi intégré dans notre process de vente où on invite nos prospects à un micro pour leur faire vivre une expérience. Donc ça, c'est des objectifs qualitatifs qui peuvent être très bien atteints. Et on peut aussi se dire, est-ce qu'on fait un podcast pour aider les gens à passer à l'action? Il y a des podcasts qui peuvent être très intéressant dans un cas de prise de décision longue ou dans un cas d'onboarding de produits où, du coup, on sait que le podcast va aider comme un tutoriel d'activation pour aider les gens à faire les actions qu'on attend d'eux. Et alors, toi, est-ce que tu as eu des coups de cœur sur des podcasts qui ou que ce soit toi qui les ai construits ou si tu les as découverts par ailleurs, où tu dis là, la marque a vraiment su utiliser ce média comme il fallait? Ouais, j'en ai plusieurs en tête. Et je vais commencer par celui qui, sur le papier, est le moins sexy. Il s'agit de la Commission nationale des commissaires aux comptes. Alors là, tout le monde s'est évanoui. Ouais, non, ça, oui. Ouais. S'il vous plaît, restez parce que c'est sympa. C'est un podcast qui a été créé du coup par cette commission en partenariat avec une boîte qui s'appelle Louis Créative, qui sont très connus pour créer des histoires. Ils sont très bons en storytelling. Et donc du coup, ils ont bien su utiliser ce pouvoir des histoires pour rendre ce sujet des commissaires aux comptes intéressant. En gros, au lieu de rentrer par le menu de « c'est quoi un commissaire aux comptes, qu'est-ce que ça fait ?», ils ont créé un thriller où en fait, on rentre dans une histoire où il y a une sombre mystère de vignes qui ont brûlé. Et du coup, ça mène à la faillite à un vignoble. Et on rentre dans ce vignoble. Et là, il y a un commissaire aux comptes qui arrive, parce que bien sûr, il faut parler du métier. Mais en fait, au lieu de rentrer de manière très descriptive dans ce que fait ce métier, on va le suivre étape par étape dans la résolution de cette enquête. Donc là, on voit comment c'est malin d'utiliser le storytelling avec les leviers très classiques de la curiosité, du suspense, des émotions, en ayant aussi une histoire auquel on peut s'identifier parce que l'univers du vin, c'est quelque chose qui est assez sexy, on a envie de savoir, ça parle à tout le monde en fait, les vignobles. Et en fait, grâce à ça, on comprend mieux, sans même s'en apercevoir, ce que fait un commissaire aux comptes grâce au pouvoir d'une bonne histoire. Et donc ça, pour moi, c'est un exemple de podcast de marque qui a été très bien pensé et très bien réalisé. C'est-à-dire en prenant les codes du thriller, de la narration et un objectif de storytelling pour, in fine, décrire un métier qui paraît pas forcément être le plus sexy de l'extérieur et justement en faire quelque chose de beaucoup plus désirable au fond. Exactement, c'est ça. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est le même levier du storytelling, mais sur un autre sujet qui est un peu tabou. C'est celui de la constipation. Alors, on ne s'attendait pas à ce que j'aborde ce sujet. Après, commissaire aux comptes constipation, attention, le troisième va vous surprendre. C'est une marque qui s'appelle Epar. C'est de l'eau en bouteille qui est là pour nous aider dans nos problèmes intestinaux. D'accord ? Mais personne n'a envie de parler des problèmes intestinaux. Et quand on a une stratégie de contenu à construire sur ces problèmes-là, on est un petit peu coincé. Eh bien, ce podcast de marque qui s'appelle Chronique de l'intérieur, il part du principe de Lou, qui est une trentenaire à Paris, et on la suit dans sa vie de tous les jours. Et il se trouve qu'on découvre au fur et à mesure que ces problèmes intestinaux, ça l'empêche d'aller au ciné, ça l'empêche d'aller à un entretien d'embauche, etc. Et ça l'empêche dans sa vie de tous les jours. Et en fait, on la suit. On s'identifie à elle. Il y a des experts qui interviennent pour donner un peu des
perspective sur ce qu'elle est en train de vivre. Et en fait, la marque ne parle jamais d'elle, elle parle du problème et elle crée un contenu qui va être facilement partageable. En fait, pour moi, un bon podcast de marque, c'est un podcast qui ne va pas se regarder, qui va chercher à être utile à la personne, lui proposer une solution à un problème et aussi va lui faire vivre des émotions et va être facilement partageable. Et là, je trouve que Chronique de l'intérieur et Anatomie d'une bulle, qui était la première référence, ont bien réussi cet enjeu-là. Ouais, parce que tu soulignes un truc qui est très important et qui n'est pas forcément bien exploité, c'est le storytelling. C'est-à-dire qu'on doit raconter une histoire. Et la promotion, qui est quand même l'objectif, que parfois, malheureusement, c'est l'objectif, doit plutôt être une conséquence qu'une cause. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a bien décrit le problème d'intestin, mais on peut bien le décrire, que Épar devient une réponse assez naturelle, mais un peu justement en fin de course du podcast ou en filigrane, et non pas tabassé un peu comme dans une pub des années 70, quoi. Exactement. Et une troisième rêve que j'avais en tête, c'est une rêve sur laquelle j'ai bossé, qui est pour LVMH. LVMH, ils ont des ERG en interne, donc c'est un podcast et destination interne, et notamment un ERG qui a pour but de lutter contre la discrimination des personnes LGBT au sein de LVMH. Et cette campagne, donc qui était une deuxième saison, avait pour but de se dire comment est-ce qu'on va au-delà de cette communauté et comment est-ce qu'on va chercher des publics secondaires, donc des publics alliés. Et là, un bon podcast, c'est un podcast qui va s'intégrer dans un écosystème qui est humain, l'écosystème de l'entreprise, mais aussi un écosystème de contenu. Et comment est-ce qu'on a réfléchi ? C'est de se dire comment ce podcast, il n'est pas que un podcast. Comment est-ce qu'on peut le transformer en du contenu qui va être peut-être imprimé, parce qu'on fait aussi des événements et du coup, certaines personnes vont être en contact avec notre contenu à ces moments-là. Et comment est-ce qu'on fait en sorte aussi de faire évoluer le podcast pour avoir différents formats qui vont s'adresser à nos différentes cibles. Et toujours en se disant de quoi ont besoin nos cibles. Les cibles primaires, donc les personnes LGBT, elles ont peut-être besoin de s'identifier, de voir comment est-ce que LVMH incarne ses valeurs et sa mission, donc un travail de branding. Et les alliés, ils ont besoin d'un contenu qui est court, qui est facile à écouter et qui est facile à partager. Toujours réfléchir à comment le contenu va créer la viralité. Et pas partir de principe que mon podcast est bon, donc il va être partagé. Ça, c'est un vœu pieux et ça n'arrive jamais. Oui, en fait, tu rejoins l'autre point de ce qui pourrait être les caractéristiques du succès, c'est qu'il y a une bonne histoire. Et puis aussi, savoir ce que l'audience veut écouter, et plutôt partir de l'audience que de partir du message que tu veux imposer à cette audience. Exactement. Et moi, ça me fait penser à une chose, parce que est-ce que tu dirais que toutes les entreprises peuvent faire des podcasts aujourd'hui, parce qu'on va parler maintenant de la perspective 2025. Il y a eu les cimetières sont pleins de podcasts qui n'ont pas dépassé les 3 épisodes. Mais est-ce que maintenant que l'usage est peut-être un peu plus normé, ou on est arrivé à une certaine maturité, est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu dirais à une entreprise ou à toutes les entreprises de faire vis-à-vis de ce sujet-là? Parce qu'encore beaucoup de boîtes doivent se demander si elles doivent lancer des podcasts. En 2025, comment est-ce qu'on aborde cette question? Je pense qu'il y a d'autres alternatives aux podcasts de marque en 2025. Ça peut être aussi des collaborations avec des podcasts indépendants ou des médias indépendants où on va travailler, ça moi je le fais avec plusieurs de mes clients, on va travailler lors d'une saison sur du contenu qui est co-brandé, c'est-à-dire que la marque va travailler et co-construire le contenu avec le podcasteur, le créateur de contenu. Donc, il y a une hybridation de leur marque, de leur tonalité, etc. Mais ils vont réfléchir à du contenu qui est pertinent pour l'audience du podcasteur, mais qui va aussi servir les images de notoriété, les images d'images de marque. Et donc, du coup, au lieu de se lancer dans une production de A à Z, on peut se servir d'un média existant comme une plateforme pour faire passer un message. Et du coup, c'est beaucoup plus malin, puisqu'il y a des synchronicités et des oui, une synergie qui va se créer. Exactement, qui va se créer. Et à la fin, la valeur ajoutée est supérieure pour les deux parties engagées. Oui, et là, en fait, l'un des arguments de cette maturité, c'est qu'en fait, toutes ces audiences sont créées, pas forcément par les marques, mais par des créateurs, et qu'en fait, il devient presque plus malin de partir en se disant comment je vais exploiter le travail de ces créateurs
et aller toucher leurs audiences, plutôt que de dire je suis une marque, donc je suis un média, donc ça doit être mon podcast avec mon nom, avec mon identité. Mais en fait, comme ce marché est déjà un peu structuré, on peut aller plutôt chercher ce que les autres ont fait de bien et s'y agglomérer, plutôt que de se dire je vais créer un énième nouveau podcast, quoi. Et en fait, en plus, il y a un deuxième effet qui se coule qui se passe dans ces cas-là, dans ces opérations de co-branding, c'est que, en fait, quand on se rend compte que c'est un podcast de marque, il y a une petite méfiance qui va se créer en se disant qu'est-ce qu'il va chercher à me vendre, et du coup, la valeur perçue du contenu, elle est dépréciée. Si l'audience de la marque, elle entend le message, mais porté par une autre personne avec une autre marque, eh bien, cet effet de dépréciation de la confiance ne va pas se passer, puisqu'il y a ce effet halo de « Ah, je l'aime bien ce podcasteur indé, j'aime bien sa personnalité », il va le dire avec ses mots, et donc du coup, c'est moins emballé dans un papier cadeau, commercial, en fait. Il y a vraiment ce côté effet gagnant de tous les côtés. Et en fait, tu touches vraiment un des sujets fondamentaux de la communication de marque en 2025, qu'on pourrait appeler de l'authenticité, mais qui est pas tant que le message doit être authentique, mais c'est qu'il doit être légitimé. Alors que quand tu balances, c'est le fameux truc du top-down, bottom-up, c'est que si tu balances ta marque, ton message, aujourd'hui, plus personne n'est dupe que c'est de la publicité. Et même en le faisant de manière maligne, personne n'est vraiment dupe parce qu'on est très éduqué à ça. Donc il faut prendre les codes qui existent, ne pas se les approprier de manière un peu bizarre et vraiment savoir nicher l'authenticité de son message à l'intérieur souvent de productions qui ne sont pas les tiennes. Et ça, je pense que c'est globalement, en fait, ça rejoint les problématiques qu'ont toutes les marques dans leur communication aujourd'hui. Et finalement, le podcast n'est qu'un média comme les autres, qui évolue comme les autres, c'est-à-dire, mais en fait, plus personne n'est dupe que c'est de la pub. Donc, fais-le bien en ne te cachant pas. Parfois, en se cachant les yeux pour pas se dire non, mais personne ne va se rendre compte que c'est de la pub, alors qu'en fait, on est devenu peut-être justement trop mûr, nous, en tant que consommateurs, non ? Oui, il y a un effet de saturation de la part des auditeurs et des auditrices, et aussi un peu une exigence qui se fait. Ça me paraît tout à fait normal quand on dit il y a une quantité de podcasts. Dans cette quantité de podcasts, il y en a de très bonne qualité. Et donc, du coup, il y a un effet de volatilité qui fait que quand je tombe sur un podcast qui est un peu moyen ou genre, je ne suis pas convaincue dans les 60 premières secondes du fond et de la forme, je vais zapper. Et donc, du coup, oui, il y a un peu de créativité à avoir de la part des marques en disant que le podcast, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen de faire passer un message. Et surtout, ça doit s'intégrer dans une stratégie de marque qui est plus globale. Peut-être que le podcast, il va jouer juste un rôle à la fin, en fait, de la campagne de communication. Il y a quelque chose auquel je pense, c'est pour un film qui s'appelait « Je verrai toujours vos visages ». Il y avait toute une campagne de promotion de la part de l'équipe du film, etc., comme ça arrive. Et on peut considérer qu'un film est une marque en soi, puisqu'elle doit convaincre des gens de venir dans les salles regarder ce contenu pour qu'il soit rentabilisé. Eh bien, l'équipe du tournage avait contracté avec un podcast pour venir sur toutes les coulisses du tournage et entendre les choses qu'on n'entend pas avec tel acteur qu'on adore. On va l'entendre débriefer sur sa prestation comme on ne l'entendrait pas dans Match, etc., où c'est hyper calibré. Et donc, le podcast avait vraiment cet effet d'authenticité, des coulisses, des trucs un petit peu off. Et là, c'était très malin de l'avoir utilisé de cette manière-là. En plus, j'ai vu ce film, très bon film. C'est sur les groupes de parole de personnes victimes de... C'est sur la justice restaurative. Restaurative. Super bon film. Génial. Et alors, aujourd'hui, on est en 2025. Et quelles sont les tendances que tu vois arriver ? Parce que si on dit l'authenticité, savoir incarner aussi son message, je pense que l'une des manières d'incarner, d'être authentique, c'est le personal branding. Parmi les quelques grandes tendances que tu vois apparaître et qui sont un peu la suite quelque part logique de la prise de parole un peu anarchique via les podcasts il y a 5 ans. Quelles sont les grandes tendances sur lesquelles il faut compter pour les quelques années à venir, sachant que tout va très très vite ? Dans le podcast de marque, il y a la vidéo. Il y a une hybridation des formats qui va se faire. Il y a des puristes qui diront que le podcast ne sera jamais pertinent quand il est adapté à l'audio. C'est vrai pour certains formats, des choses très documentaires, peut-être plus de la création sonore, mais
J'ai pas encore vu de podcast de marque le faire, quoique peut-être que l'anatomie d'une bulle, ça peut être cette référence-là. Mais la vidéo va venir un petit peu coloniser le territoire un peu gardé du podcast. Et je vois de plus en plus d'émissions qui sont pensées comme des magazines, donc avec beaucoup de rubricage. Parce qu'on part du principe que YouTube est aujourd'hui la première plateforme de découverte des podcasts. Les jeunes générations, et pas si jeunes que ça, en fait, vont chercher sur YouTube du contenu. Les gens ne regardent plus la télé. Donc aujourd'hui, si on pense son podcast avec des rubricages, avec des bons mots-clés, avec des angles, eh bien, on réussira à être visible sur cette plateforme qui va assurer beaucoup de visibilité au contenu de marque. Ouais, je crois que ça fait écho à l'éclatement des médias, ou plutôt à la substitution de tous nos médias traditionnels, globalement par YouTube, par Insta et par TikTok, qui ont tous des formats très différents. Mais effectivement, YouTube est le nouveau immense bassin d'audience. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on va passer de podcasts qui ont été longtemps des assez longues conversations à, en fait, recréer des émissions, des petits formats extrêmement écrits, mais du coup écrit par les marques. Enfin, on voit des brutes, on voit des combinés, mais les marques vont devoir se mettre à devenir des médias en produisant un contenu extrêmement calibré quand même, et qui parle pas d'elle au premier chef, qui soit vraiment porteur d'un message. Ça, c'est ce qui est la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut s'y prendre aujourd'hui pour tester autrement. C'était quoi ton exemple du début, en disant on veut juste faire un podcast. Oui. Déjà, ça, c'est ce que tu dis. Ton conseil serait de dire mettez-le dans une communication, mais maintenant qu'il faut faire de la vidéo et qu'il faut faire des formats qui sont impactants, comment est-ce que tu dirais qu'il faut tester ce truc-là, quoi? Moi, je réfléchirais en série, en me disant, je vais réfléchir à un batch d'épisodes, un package d'épisodes, peut-être 10, qui vont me permettre de traiter telle thématique, de répondre à tel objectif et de construire ce qu'on appelle un arc narratif tout au long des épisodes. Ça permet d'avoir une approche de bilan, de test and learn à la fin des séries. Qu'est-ce qui marche pas? Et ce qui est encore mieux, c'est d'intégrer ces audiences, ces communautés dans la co-construction de ces contenus. Et on peut le faire en amont d'une série, mais on peut le faire aussi entre deux séries. Qu'est-ce qui vous a plu? Comment est-ce que vous pourriez contribuer? Et là, on peut intégrer du user-generated content dans la création de son podcast. Et en fait, scénariser les saisons de son podcast comme une série Netflix. Qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine? Vous avez aimé ça? Qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc, du coup, on fait de la création de contenu quelque chose de scénarisé qui est attendu par nos communautés. Et en plus, on contribue positivement à sa communication, à sa marque, avec le côté émotionnel de co-construire. Et en plus, on a des relais de communication pour augmenter sa visibilité. Et donc, il y a une sorte de quadrature du cercle parce qu'on intègre l'audience qu'on veut toucher directement dans la conception et la création dans le temps, pour répondre à la question de « on fait un épisode puis on voit » de série. Alors, pour revenir sur la première question, donc, est-ce qu'il y a trop de podcasts d'entreprise? Finalement, on a envie de dire oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a eu trop de tentatives échouées, mais tant mieux, elles sont mortes de leur belle mort, mais il y a quand même énormément d'opportunités encore, énormément de possibilités d'évolution. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas trop de podcasts de marques créatives, et exigeantes avec le niveau de communication et le niveau de qualité de contenu qu'elles vont proposer à leur audience. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci, C'était super.